justement pour commencer des décisions de banque centrale qui approchent. Et c'est Gilles Mouek qui est avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue Gilles. Merci beaucoup d'être avec nous. On est dans le moment un peu décisif de cristallisation sans doute des prochaines décisions de la Fed et de la Banque centrale européenne. Avant d'évoquer cette partie-là, Gilles, peut-être un mot du stress bancaire qu'on a vécu il y a un peu plus d'un mois maintenant. On a un petit mois de recul sur les conséquences de cette situation de stress bancaire qui marquera sans doute la chaîne de distribution de crédit dans les prochains mois, mais qui semble quand même en dynamique s'être considérablement apaisé, ce stress bancaire, depuis quelques semaines maintenant, Gilles. Oui, et on peut le suivre presque en temps réel dans le cas américain, parce que la Fed nous donne des données extraordinairement riches semaine après semaine, quasiment immédiatement. Et ce qui est très frappant, c'est qu'en fait, on a atteint un pic de stress qu'on pouvait déterminer en termes de taux de montant de refinancement auprès de la Banque centrale, en termes de stockage de cash par les banques. On a atteint ce pic dans la semaine du 15 mars. Et depuis lors, les choses se sont véritablement calmées. On a beaucoup moins de mouvements brutaux sur les actifs et les passifs bancaires. Donc, sur le plan systémique, en termes de gestion en fait de la crise à court terme, effectivement, je pense qu'on tient le bon bout et on le tient depuis 2 ou 3 semaines. Et il faut encore une fois saluer ce qu'a fait la Fed, parce qu'elle a réagi extrêmement vite, elle a réagi de manière extrêmement généreuse. Donc de ce point de vue-là, les choses sont vraiment en train de se calmer. Maintenant, si on regarde les choses sur 6 semaines, parce qu'on a maintenant 6 semaines de recul sur la crise, en termes de réduction des dépôts, d'érosion de la base des dépôts, et là je ne parle pas simplement des petites banques, mais je parle de la totalité des banques américaines, le choc est quand même lourd. Et on s'aperçoit qu'on a déjà en fait une diminution assez forte des concours à l'économie en termes de crédit classique. On a un écart type de baisse des crédits à l'économie en l'espace d'un mois. Donc voilà, on gère la situation systémique, on gère le choc de stabilité financière. En revanche, pour moi, les conséquences macroéconomiques, elles sont à venir et elles restent à mon avis assez importantes. Est-ce que ça valide l'idée que la Fed pourra délivrer tranquillement, j'allais dire, une dernière hausse de taux de 25 points de base le 3 mai prochain, Gilles, sans prendre le risque de faire une erreur monumentale ? Oui, je pense que les données sont suffisamment claires pour que la Fed puisse prendre ce risque. On s'aperçoit qu'effectivement, on n'est plus dans la phase aiguë du choc. Sur les données macro, on est encore dans une croissance du PIB probablement assez correcte sur ce début d'année 2023. Les choses commencent à se dégrader. Maintenant, on est en partant d'un niveau de croissance tellement élevé qu'on a quand même pas mal de marge. Et sur l'inflation, je pense que la Fed commence à se sentir un peu mieux. On commence à voir quelques effets assez encourageants du côté des salaires. On commence à le voir aussi sur les prix de la production. Donc voilà, encore une hausse de 25 points de base, et puis ensuite on s'arrête. La vraie question, à mon avis, pour la Fed, ce sera de le dire ou pas. C'est-à-dire, est-ce que on fait 25 points de base et on ne dit rien sur la suite, ou est-ce qu'on commence à préparer les esprits à une pause, et pour moi, c'est ça le vrai débat. C'est pas tellement le fait que, oui, on est extraordinairement proche du tout terminal. Du côté européen, Gilles, quand on regarde l'inflation, effectivement, le cœur de l'inflation reste chaud, trop chaud pour la Banque centrale européenne, mais c'est aussi une fonction d'une activité dans les services, par exemple, qui reste très dynamique et qui accélère encore. On a eu ce matin les enquêtes flash PMI qui montrent un secteur des services booming en France, en Allemagne et dans l'ensemble de l'Europe. C'est vrai, et pour la BCE, c'est vraiment un élément de confort important, parce que on a échappé au pire, entre guillemets, à l'hiver. On avait très peur d'un choc énergétique qui allait se traduire par un rationnement top-down qui allait avoir un impact très, très lourd sur les données macro. Il ne s'est pas produit. Et là, effectivement, on a même plutôt l'impression d'une réaccélération dans certains secteurs, en particulier dans le secteur des services. Ce qui est quand même assez étonnant et assez difficile à comprendre, parce que la machine derrière est quand même assez enrayée. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir d'achat des ménages qui souffre quand même. Donc on a un petit peu du mal à le comprendre. Et moi, tout à l'heure, justement, j'étais en train de faire une toute petite comparaison entre l'enquête INSEE dans les services et le PMI dans les services pour le mois d'avril. Et on a la poursuite de ce qui était apparu au mois de mars, à savoir une divergence assez forte entre l'enquête INSEE et l'enquête PMI.
Étant un ancien de l'INSEE, évidemment, vous saurez vers où vont mes préférences. Mais voilà, restons quand même un tout petit peu prudents. Ça arrive d'avoir des signaux un peu divergents pendant quelques mois entre ces deux enquêtes-là. Mais là, la divergence, c'est quand même très fort. Donc, s'il n'y a pas un effet de composition quelque part, restons un peu prudents quand même. La question des marges se pose de manière centrale désormais dans la dynamique d'inflation ou l'entretien d'une inflation à un niveau élevé. Je crois que le constat est partagé par tout le monde, en Europe notamment aujourd'hui, et c'est même explicitement signalé dans les discours des banquiers centraux au plus haut niveau désormais. Gilles, cette question de l'inflation entretenue par des stratégies prix agressives, jusqu'au boutiste peut-être de certaines entreprises, parfois de manière légitime, avec une période quand même désinflationniste très longue en Europe qui a mis les marges sous pression. La volonté de reconstituer les marges est sans doute légitime pour plein d'entreprises, plein d'industries, plein de secteurs. Il ne faut pas que ça aille trop loin. Est-ce que pour une banque centrale comme la Banque Centrale Européenne, cette dynamique d'inflation motivée ou tirée par les marges des entreprises, est-ce que ça appelle une réaction particulière? Est-ce que c'est un sujet plus compliqué que la traditionnelle ou le risque traditionnel de spirale prix-salaire? Deux choses là-dessus. La première, sur le plan statistique, encore une fois, désolé de jouer mon grognon de service, mais en général, on sait que les marges sont entre guillemets trop importantes le jour où elles ont fini d'être trop importantes. Au sens où les informations macro sur le comportement de marge des entreprises sur les profits arrivent en général tard. Et effectivement, il y a une contribution très forte de l'augmentation des marges d'entreprise à l'inflation en 2022, et la BCE en a parlé. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est en train de se résorber. En tout cas, les informations microéconomiques qu'on a entreprise par entreprise nous diraient que le pic des profits est probablement derrière nous. Premier point. Deuxième point, moi, je suis assez gêné par cette insistance sur cette question des marges dans la rhétorique actuelle de la BCE. Parce que, honnêtement, je ne vois pas l'intérêt pour la BCE de s'appesantir sur cette question-là. Parce que, au fond, que l'inflation soit tirée par les marges ou qu'elle soit tirée par les coûts salariaux, à la fin des fins, la Banque centrale n'a qu'un seul instrument, elle n'a qu'un seul canal d'action. Le canal d'action, c'est la réduction de la demande agrégée. Donc, pour qu'il y ait marge excessive, entre guillemets, et c'est toujours très compliqué de définir ce qu'est une marge excessive, pour qu'il y ait des marges excessives, il faut qu'en fait, en face, il y ait une demande solvable. Donc si l'inflation aujourd'hui est dominée par des comportements de marge des boîtes, la réponse normale de la BCE, ce serait de continuer à augmenter ses taux directeurs pour faire atterrir la demande globale. Et c'est la même chose côté salaire. Si l'inflation est déterminée essentiellement par le coût salarial, eh bien il revient à la BCE de faire pression sur la demande globale pour que les créations d'emplois ralentissent et pour que les salaires ralentissent. Donc j'ai du mal à comprendre en fait cette insistance sur ce thème, et je trouve que c'est même potentiellement contre-productif. Parce que si la Banque centrale aujourd'hui pose un diagnostic en disant écoutez, pour l'instant l'inflation en ce moment c'est vraiment un phénomène de marge, c'est un phénomène de profit. Le message pour les salariés, il est très simple. Si la Banque centrale me dit que l'inflation est aujourd'hui déterminée par les profits, eh bien, il est à ce moment-là normal que moi, je demande un rattrapage et que je demande une accélération de mes salaires. Et c'est ça qui peut provoquer une spirale prix-salaire. Donc, même stratégiquement, tactiquement, j'ai du mal à comprendre cette insistance de la BCE sur cette question-là. Et sur le plan macroéconomique, Gilles, vous considérez effectivement qu'avec le retour progressif de l'offre de travail, de production et le jeu normal de la concurrence, ce sujet des marges est potentiellement derrière nous? Oui, et c'est souvent le cas, les marges obéissent à des cycles, et là on a peut-être un cycle qui est plus accentué que d'habitude, mais deux choses l'une, soit les marges sont excessives parce qu'il y a des pratiques anticompétitives, et à ce moment-là il revient aux autorités concurrentielles d'agir. Il y a eu une très bonne série de tweets de Benoît Cœuré, qui est maintenant le patron de l'autorité de la concurrence en France, qui dit voilà, si nous nous rendons compte qu'il y a des activités anticoncurrentielles, nous agirons, mais ça n'est pas du ressort de la Banque centrale. Et c'est probablement davantage structurel que conjoncturel.
On verra, on en parlera avec une vision microéconomique dans un instant. Intéressant de noter que dans un secteur où l'intensité concurrentielle est quand même historiquement élevée, l'automobile par exemple, on voit tout de suite, à partir du moment où les chaînes de valeur se détendent, on voit tout de suite le début d'une guerre des prix reprendre très vite le dessus. Gilles, question bonus autour du plafond de la dette américaine, comme tous les 2 ans, le drama se prépare d'une certaine manière. Est-ce que, alors sans aller jusqu'au scénario du défaut, évidemment, alors dont la probabilité n'est peut-être pas nulle, nous disent les instruments de marché, mais quand même, quels peuvent être les impacts, sans aller dans ce scénario extrême, quels peuvent être les impacts d'une crispation ou de la crispation habituelle qui va avoir lieu sans doute au Congrès américain sur cette question dans le contexte actuel? Je pense qu'il y a quand même un point à surveiller, c'est quelles seront les concessions que Joe Biden et les démocrates devront probablement à un moment ou à un autre amener pour obtenir une décision positive des républicains. Et si ces concessions se traduisent par un virage austéritaire un peu trop rapide de la politique budgétaire américaine, là, ça peut avoir un impact sur le cycle économique dans la seconde moitié de 2023. Quelle va être Moi, je n'ai pas vraiment de doute sur le fait qu'à la fin des fins, on trouvera un deal. La question pour moi, c'est quel sera le prix à payer pour ce deal et quel peut être l'impact sur la conjoncture dans la seconde moitié de 2023. Pour moi, c'est ça la vraie question. Bon, un plafond de la dette qui est peut-être plus proche de nous que ce qu'on imagine. Les banques américaines sont en train de recalculer un peu la situation avec des collectes de taxes qui ont été plus faibles finalement, visiblement, et qui rapprochent peut-être un peu plus le plafond de la dette par rapport à ce qu'on pouvait envisager précédemment. Merci beaucoup Gilles. Gilles Mouek, chef économiste du groupe AXA, qui était avec nous en visioconférence dans cette demi-heure d'émission.